Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Etc, votre rendez-vous mensuel pour décrypter l'actualité juridique et patrimoniale. Et c'est déjà notre 6e numéro. Et à cette occasion, on s'intéresse aujourd'hui à votre rôle en tant que notaire face au financement des projets de vos clients. On estime que 8 Français sur 10 aujourd'hui ont recours à un prêt pour financer l'acquisition d'un bien immobilier. Alors comment ce mode de financement doit-il et peut-il être pris en considération et organisé dès l'avant-contrat? Il va évidemment être question de la condition suspensive, des obligations de l'acquéreur emprunteur, et puis on ne peut pas aussi ne pas évoquer la garantie hypothécaire et le prêt familial. Il y aura aussi bien sûr vos questions et puis notre cours d'histoire. Mais d'abord donc notre dossier du mois. Et ce sont Marc et Denis qui nous accompagnent pour cette première partie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur le plateau. Marc, vous êtes le directeur du Cridon Ouest et puis Denis, vous êtes juriste consultant au pôle immobilier du Cridon Ouest, c'est bien ça. On commence avec vous, si vous voulez bien, Denis, pour parler du prêt. Qu'est-ce qu'on appelle donc cette fameuse condition suspensive d'obtention du prêt? C'est quoi exactement? Alors, la condition suspensive d'obtention du prêt, c'est une modalité temporelle qui va soumettre la naissance du contrat ou d'une obligation à la survenance d'un événement futur et certain. Ici, c'est donc l'obtention d'un prêt. Si à l'issue du délai qui a été fixé, on obtient un prêt, l'obligation devient pure et simple, on va pouvoir exécuter le contrat, donc passer à la vente. En revanche, si on n'obtient pas le prêt, eh bien, le contrat tombe à l'eau et donc les parties sont libérées. En 79, il y a eu une loi appelée la loi, alors je ne sais pas comment on la prononce, Scrivener, très bien. C'est une loi qui fixe un cadre réglementaire à la demande et l'obtention d'un crédit immobilier. C'est quoi vraiment les apports véritables de cette loi à l'époque? En principe, une condition suspensive doit être stipulée d'un commun accord des parties pour soumettre le contrat, l'avant-contrat en l'espèce, à cette modalité temporelle. La loi Scrivener, effectivement codifiée aux articles 313-1 et suivants du Code de la consommation, impose cette condition suspensive, même dans le silence du contrat, dès lors qu'on entre bien entendu dans le champ d'application de cette loi. Alors pourquoi le législateur, en 1979, a mis en œuvre ce mécanisme? C'est pour protéger certains acquéreurs emprunteurs contre le risque d'un financement ou d'un endettement excessif. Le législateur, depuis très longtemps, cherche à lutter contre le surendettement. Ouais. Le mécanisme est très simple. Donc ça lie l'acquisition et le financement. Exactement. Ouais. Le mécanisme est finalement assez simple. On va subordonner le sort de l'acquisition au sort du prêt. En d'autres termes, l'acquéreur ne pourra pas être engagé dans un contrat de vente s'il n'a pas le prêt lui permettant de payer le prix de l'acquisition et également, il ne pourra pas se voir contraint de rembourser un prêt si la vente ne peut pas se réaliser. Donc c'est une sécurité. Ça veut dire que certains acquéreurs emprunteurs vont bénéficier d'une sécurité accrue. Et combien de temps elle s'applique cette protection ? Alors, cette protection va durer le temps de l'avant-contrat. Tant qu'on n'y renonce pas, en fait, finalement. Exactement. Ouais. Sachant que le texte est impératif, il est d'ordre public, mais comme il s'agit simplement de protéger l'acquéreur emprunteur, ce dernier pourra y renoncer. On impose simplement un formalisme assez strict dans la mesure où cette renonciation à cette condition suspensive supposera une mention manuscrite, conformément à l'article 313-42 du Code de la consommation. On sera dispensé de cette mention manuscrite si l'avant-contrat a été fait en la forme notariée. C'est quoi le champ d'application finalement de cette condition suspensive? Alors, assez classiquement, le champ d'application du texte s'apprécie au regard des personnes, de l'objet, de l'acte, et puis des opérations. Concernant les personnes, ce sont les personnes physiques non professionnelles. Investisseurs privés. Exactement, qui vont bénéficier de la loi, soit que l'on achète un logement, résidence principale, résidence secondaire. On peut aussi acheter un logement pour de l'investissement locatif, sauf si l'activité locative était l'activité professionnelle de l'acquéreur. Ça peut être des personnes morales? Les personnes morales sont exclues
du champ d'application de la loi. Alors les personnes morales de droit public, il n'y a pas d'exception. Néanmoins, plus récemment, certaines personnes morales peuvent profiter de cette protection à la condition que l'opération ne soit pas en lien avec leur activité professionnelle, ce qui en fait quand même une hypothèse très marginale. Et puis si on prend l'exemple des sociétés civiles immobilières, dès lors que l'objet social de ces sociétés mentionne l'acquisition de biens immobiliers, elles échappent de toute façon à cette protection de la loi Scrivener. Et pour le prêteur alors ? Alors pour le prêteur, il va s'agir des professionnels, des prêts consentis par des personnes agissant dans leur activité commerciale ou professionnelle, les banques, les établissements financiers, les organismes de crédit. Il pourrait s'agir aussi de professionnels consentant des facilités de paiement, ce que l'on va appeler le crédit vendeur. C'est plus rare, mais ça peut venir du promoteur, du vendeur professionnel ou encore de sociétés HLM, sociétés anonymes HLM. C'est valable pour tout type d'opération immobilière. Alors, seules quelques opérations vont être concernées. Alors, principalement les acquisitions, les acquisitions en propriété, en jouissance. Ça peut concerner également le financement des constructions. Puisque si on achète un terrain en vue de la construction, l'achat du terrain qui est financé par un prêt est soumis à la loi Scrivener, mais le prêt contracté pour financer cette construction sera lui aussi soumis à la loi Scrivener. Ça peut être la souscription aussi de parts sociales dans des sociétés civiles d'attribution. Finalement, ça vise l'acquisition immobilière de manière assez large. Est-ce que la clause relative à la condition suspensive, elle doit apporter des précisions sur la demande de prêt ? Alors le Code de la consommation n'impose pas de telles exigences. D'accord. Finalement, la loi Scrivener ou l'application de la loi Scrivener ne va dépendre que d'une notion ou d'une circonstance, le recours à un prêt. La Cour de cassation, d'ailleurs, avait confirmé cette analyse dans un avis rendu en 1998 et relevant que le législateur n'avait imposé aucune exigence en la matière, mais, et les notaires le pratiquent depuis longtemps, il est fortement conseillé de préciser les caractéristiques du prêt, le montant, la durée, le taux, car cela permet de contraindre l'acquéreur, puisque ce dernier sera obligé de solliciter un financement correspondant à ces caractéristiques. Est-ce qu'on peut imposer à l'acquéreur emprunteur de déposer plusieurs demandes de prêt ? Question épineuse et presque quotidienne au Cridon Ouest. La Cour de cassation fait en la matière application du principe de liberté contractuelle. Les parties peuvent prévoir que l'acquéreur sera contraint de solliciter plusieurs financements. La Cour de cassation l'a affirmé en 1998, mais dans le silence du contrat, le vendeur ne pourra pas exiger de l'acquéreur de produire 2 refus de prêt. Là aussi, une décision en 1999 avait rappelé ce principe qui est assez évident. Ce qui montre d'ailleurs toute l'importance qui s'attache à la rédaction de la condition suspensive, mais je crois qu'on aura l'occasion de revenir plus tard sur cette question du nombre de refus de prêt qui doivent être produits. Denis, à partir de quel moment on peut considérer que la condition suspensive est accomplie ? La notion d'obtention de prêt n'a pas été définie par le législateur, donc c'est la jurisprudence qui est venue poser les bases de ce qu'on devait entendre par obtention de prêt. Il faut retenir 3 critères. Il faut évidemment que l'offre corresponde aux critères qui ont été posés par la condition suspensive, donc sur le montant, sur le taux, la durée, etc. Il faut que ce soit ferme et sans réserve. Donc il faut vraiment retenir ces 3 critères pour considérer qu'on a obtenu son prêt, donc réalisé la condition suspensive. À l'inverse, à quel moment on peut considérer qu'elle a défailli ? Alors, il y a plusieurs hypothèses ici qui correspondent à cette défaillance. Ça va être tout simplement déjà le refus de prêt. La banque refuse de nous consentir un prêt. Ça peut être également l'obtention d'un prêt mais qui ne correspond pas à
aux stipulations contractuelles. On avait demandé et on avait mis dans la clause de conditions suspensives de demander un prêt à 250 000 €. La banque ne propose que 200 000 €. On ne peut pas emprunter pour pouvoir payer tout le bien, donc la condition suspensive va défaillir. Ça peut être également une situation où le prêt a d'abord été accordé par la banque, mais finalement, elle refuse, elle se rétracte. Il peut y avoir des réponses hors délai Exactement, Ouais, aussi, une banque qui répondrait hors délai, tout à fait. Ou qui refuse, ou qui retire même d'ailleurs Oui, son offre tout à aussi, fait, oui. c'est possible. L'acquéreur, est-ce qu'il doit informer le vendeur de l'obtention d'une offre de frais ou d'un refus de prêt alors? C'est donc la fameuse question. Elle est assez fréquente cette question-là. Ouais. Il n'y a aucun texte qui impose en fait à l'acquéreur d'informer le vendeur de l'obtention du refus de prêt. Ça rentre dans le cadre de la bonne foi contractuelle, mais c'est assez limité. Donc on ne peut pas sanctionner un acquéreur emprunteur qui n'a pas informé ou qui n'a pas informé rapidement le vendeur qu'il a obtenu ou qu'il n'a pas obtenu son prêt. Pour lui imposer une telle obligation, il va falloir stipuler explicitement une clause dans l'avant-contrat. Ça, c'est licite. Tout à fait. Ouais, c'est licite. Est-ce qu'on peut renoncer à la condition suspensive? On peut tout à fait y renoncer, mais l'article 1304-4 du Code civil nous impose que cette renonciation elle soit faite avant la défaillance ou la réalisation de la condition suspensive. Donc ça, c'est très important. Autre élément important, parce qu'ici on est sur une condition suspensive particulière, lorsqu'on rentre dans la loi Scrivener, il faut formaliser cet écrit, notamment par l'apposition de la mention manuscrite qui vient d'être évoquée. Et il faut prévoir dans l'avant-contrat le formalisme à respecter pour exprimer cette renonciation. Donc, par exemple, s'il y a besoin de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception. Est-ce qu'on peut considérer par moment qu'il y a des comportements de l'acquéreur emprunteur qui sont considérés comme fautifs? Tout à fait, il y a plusieurs comportements qui sont considérés comme étant fautifs. Tout simplement, s'il ne dépose pas de demande de prêt, il est fautif, il s'est engagé, il ne l'a pas fait. Il le fait trop tard. Oui, il le fait trop tard. La Cour de cassation a pu préciser qu'une demande faite la veille de la date butoir, c'était effectivement tardif. Ne pas mettre toutes les pièces, par exemple. Exactement, s'il n'est pas diligent, la banque lui demande des pièces complémentaires, il ne les transmet pas, dans ce cas-là, il va être fautif parce que ça va être de sa faute qu'il n'a pas obtenu le prêt. Il peut annuler la demande de prêt. Il peut annuler la demande de prêt, il peut faire la demande et puis finalement... Enfin, il peut, en tout cas c'est considéré comme fautif. Exactement, et puis autre cas fréquent aussi, ça peut être la demande qui ne correspond pas justement aux stipulations contractuelles. Je m'étais engagé à demander 250 000, je demande 300 000 avec un taux de 1% pendant 10 ans forcément. Et c'est quoi la conséquence ou la sanction? Je sais pas si la sanction, alors, ça va être un jeu un peu de sanctions. On va considérer que la condition suspensive est dite réputée accomplie. Donc on va faire comme s'il avait obtenu son prêt pour le sanctionner. Donc on va avoir à partir de là un jeu de résolution de l'avant-contrat. Les parties sont libérées, mais on va avoir une clause pénale qui va correspondre, si on est par exemple en promesse unilatérale de vente, à l'indemnité d'immobilisation, qui va permettre d'indemniser le vendeur du caractère fautif de la faute qui a été commise par l'acquéreur emprunteur. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci à tous les deux, Denis et Marc. Dans un instant, Mathilde et Grégoire nous rejoignent. On va parler de prêt familial et d'hypothèque. Mathilde et Grégoire, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Vous êtes tous les deux juristes consultants au Cridon Ouest, l'un au pôle affaires et l'autre au pôle famille. Soyez les bienvenus tous les deux sur le plateau. Grégoire, je vais commencer avec vous, parce que parmi la palette des garanties qu'une banque peut prendre pour sûreté du remboursement du crédit qu'elle consent au client, il y a évidemment l'hypothèque, ça figure en excellente place. Et l'hypothèque, elle peut connaître plusieurs sources, conventionnelles, légales ou même judiciaires. On va d'abord parler de l'hypothèque légale. C'est quoi les règles applicables en la matière alors? C'est vrai que la judiciaire, on la mettra de côté, elle n'a pas forcément d'import. La légale, en fait, il y a toujours la grande question. En fait, depuis la réforme du 1er janvier 2022, en droit des sûretés, on est passé de privilège à hypothèque. Alors, ça a entraîné un petit peu de confusion. Mais privilège, on disait. Avant, c'était des... Oui, exactement, un privilège immobilier. Et maintenant, avec ce terme d'hypothèque, la question s'est posée. Mais au final, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est une appellation. L'hypothèque légale prend sa source dans la loi, elle naît en dehors du consentement des parties par la réunion de leurs conditions de naissance. Alors, pour schématiser, si on reprend la plus classique, on va dire, surtout en termes d'acquisition immobilière, c'est l'hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers. 4 conditions, un prêt en la forme authentique avec une promesse d'emploi et une quittance en la forme authentique avec une déclaration d'origine des deniers. Ici, le consentement de l'emprunteur, qui va être aussi l'acquéreur,
vient des actes qu'il signe, mais pas forcément de consentement à l'hypothèque. Notre procuration pourra donc demeurer en la forme sous seing privé. Et alors, pour la constitution d'une hypothèque conventionnelle, là, il y a un régime différent? Régime complètement différent. Ici, heureusement, le Code civil nous aide. L'article 2409 reprend, dans des termes très clairs, le fait que l'hypothèque conventionnelle doit être passée en la forme authentique et son mandat également. Mandat, procuration, une seule et même chose. On a aussi une jurisprudence très ancienne de la Cour de cassation, 1854. Personne n'était né ici, enfin, du moins je crois. Donc là-dessus, nous sommes plutôt rassurés. Un autre texte y fait référence, 1988 du Code civil, qui nous précise bien que le mandat doit être express. Mais là encore, rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est un article qui a quand même le mérite de la clarté, parce que le mandat d'affectation hypothécaire doit être passé en la forme authentique. C'est une règle absolue? Alors, oui et non. Bien sûr, qu'est-ce que serait le droit s'il n'y a pas d'exception au principe? Alors forcément, on a l'ancien article pré-réforme 1844-2 qui a disparu, mais qui n'a en fait été que déplacé. 2326, en des termes plus généraux, reprend en somme l'exception suivante. L'hypothèque et le mandat d'affectation hypothécaire doit être passé en la forme authentique, sauf s'il est fait par une personne morale de droit privé. Alors, apport de la réforme du 1er janvier 2022, avant on ne parlait que de société dans 1844-2, maintenant on parle des personnes morales de droit privé. Exit l'incertitude par rapport aux associations qui sont maintenant rentrées dans la grande famille des personnes morales de droit privé. Il y a un acteur de l'opération qui a été un peu laissé de côté, c'est le créancier, ce qui pourrait lui aussi donner procuration à un tiers afin d'accepter la sûreté qui lui est consentie. Tout à fait, grande liberté lui est donnée. Alors lui, d'autant plus libre que son acceptation pourrait n'être que tacite si on va au bout des principes. Donc une procuration à la forme sous seing privé est tout à fait acceptable. Merci Grégoire, merci beaucoup. La rubrique famille dans un instant avec Mathilde. Alors, si la notion de financement, ça renvoie assez généralement aux établissements bancaires, il faut aussi qu'on évoque l'entraide familiale. Évidemment, c'est un sujet, on va en parler avec vous, Mathilde. Par exemple, des parents qui procèdent à une avance de fonds à un enfant pour une acquisition immobilière. Alors, c'est souvent informel, mais j'imagine qu'il y a quand même quelques règles à respecter. Première question d'abord, lorsque des parents font l'avance de fonds à un enfant, comment être certain qu'il s'agit d'un prêt ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les actes de prêt entre proches ou proches parents est un acte assez courant d'entraide familiale. Oui. Et derrière l'acte apparent de prêt se cache parfois des libéralités, une donation rapportable. Et lorsque les parents prêteurs vont décéder, eh bien, les cohéritiers et l'administration fiscale vont être tentés de faire requalifier l'acte apparent de prêt en donation déguisée. Alors pour ça, ils vont évidemment être tenus d'apporter la preuve par tout moyen que l'acte apparent n'est pas conforme à la réalité, qu'il y a une simulation entre les parties. Donc vous allez évidemment nous donner des précautions qu'il faut prendre pour éviter ce risque de requalification. Tout à fait. Alors il y a plusieurs précautions. La première à laquelle on pense, ce serait de rédiger un écrit dans lequel les parties encadreraient le prêt consenti. On enregistrera cet écrit auprès de l'administration fiscale, ce qui permettra d'écarter l'intention libérale, c'est-à-dire qu'on comprendra bien que le parent qui a prêté ne souhaite pas se dessaisir irrévocablement. Et puis, on va aussi inviter les parties à verser les fonds en utilisant des moyens qui permettent de déterminer l'origine et la destination. Donc la petite valise noire, non. Non, on va éviter en tout cas si on veut éviter toute requalification. Et puis, in fine, peut-être aussi inviter les parties à prévoir les modalités de remboursement dans l'acte et de les respecter. Donc ça part toujours d'un esprit d'entraide et donc cet arrangement conduit à exclure assez souvent tout calcul d'intérêt, forcément. Est-ce que ça peut être perçu là comme une donation déguisée dans ces cas-là ? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on n'est pas obligé d'assortir un prêt de paiement d'intérêt. Ce n'est pas une condition de validité de notre acte de prêt. Maintenant, il est légitime de se demander si l'avantage que procure le prêt sans intérêt c'est en tout cas une libéralité. Est une libéralité, tout à fait. Et le professeur Grimaldi nous dit que non. Il nous dit que le prêt consenti sans intérêt n'est pas une libéralité et il explique que la perte évitée par l'enfant emprunteur n'est pas un enrichissement en tant que tel et que le gain manqué de la part des parents prêteurs n'est pas davantage un appauvrissement. C'est quand même difficile en même temps de nier qu'il s'il n'y a pas d'intérêt, il y a avantage direct.
Alors oui, tout à fait. Alors, mais pour qu'un avantage indirect soit qualifié de libéralité, il faut 2 éléments. Il faut d'abord une intention libérale, on parle de l'élément intentionnel, et puis de l'autre côté, il faut un appauvrissement de la part du parent qui a prêté, l'élément matériel. Et donc, si dans ce cas, on ne peut pas nier qu'effectivement l'enfant a un avantage, s'enrichit quelque part puisqu'il ne paie pas d'intérêt et que le parent manque à revenu potentiel, on peut se demander si ça constitue en soi un appauvrissement. De celui qui prête. Voilà, nous pensons que non. Et le professeur Grimaldi, en ce sens, explique que dans les règlements familiaux, il n'y a pas de prise en compte des fruits virtuels. Et classiquement, dans un prêt familial, on est plus dans le cas de prêt de fruits virtuels que de fruits effectifs. Ouais. Si on écarte le critère matériel, est-ce qu'on ne peut pas constater un élément intentionnel quand même? Alors non, puisque l'obligation de remboursement exclut la qualification de libéralité et d'éléments intentionnels. Et puis... Il n'y a pas d'intention de se dépouiller de son argent. Tout à fait. Le parent attend un remboursement finalement. Et puis, il n'y a qu'une disposition accessoire qui vient différencier notre prêt familial d'un prêt consenti par un professionnel, c'est que le parent qui prête... Il ne cherche pas de profit. Voilà, il ne cherche pas de profit, tout à fait. Et dans le cas où un prêt consenti dans le cadre familial n'est pas remboursé au décès du prêteur, parce que ça peut arriver, comment est-ce qu'on règle cette situation au moment de la succession? Alors très concrètement, on va constater la créance que doit l'enfant à la succession. Donc, il va être tenu de son obligation. Mais ce qui est plus problématique dans ce genre de situation, c'est la notion de prescription. Puisque passé l'écoulement d'un délai, on ne peut plus réclamer l'exécution d'une obligation. Donc, dans notre cas, on ne peut plus réclamer le remboursement des sommes. Et donc, dans le prêt, le délai de prescription, c'est le délai de droit commun qui est de 5 ans, conformément à l'article 2224 du Code civil. Donc, il faut déterminer un point de départ. Voilà. Et donc, après, toute la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on fait partir ce délai de prescription de 5 ans. Et donc, c'est la date d'exigibilité de l'obligation de remboursement. Alors, parfois, les parties vont la prévoir, mais si quand elle n'est pas écrite, voilà, si elle n'est pas écrite, eh bien, nous, on considère que c'est la date de reconnaissance de dette. Et donc, si cet acte a été pris il y a plus de 5 ans, la dette est prescrite. Et donc, le créancier, dans notre cas, les héritiers, ne pourront pas exiger le remboursement. Donc, même si un écrit, ça semble un peu formel dans la sphère familiale, ça permet quand même de lever beaucoup d'ambiguïté et notamment celle de la date d'exigibilité, et ce qui permettra ensuite d'exiger le remboursement dans les délais impartis, je dirais. Merci beaucoup Mathilde, vous restez avec moi. Grégoire, merci pour vos explications. Dans un instant, c'est Aurélie qui va prendre votre place. Ce sera juste après la pastille historique. Il est intéressant de rappeler qu'en 1804, Napoléon offrait à la France son Code civil. À travers lui, la solidarité familiale, jadis évidente et spontanée, entrait dans l'ère du droit écrit. Prêter à son fils, aider sa fille, autant de gestes de cœur qui, soudain, se voyaient entourés de signatures, de mentions manuscrites et de délais précis. Au fil du XIXe siècle, l'entraide restait un ciment de la famille. Mais déjà, le droit cherchait à distinguer le coup de pouce du véritable transfert de patrimoine. Au XXe siècle, avec l'essor du crédit immobilier et la loi Scrivener de 1979, un nouveau cap fut franchi. Protéger l'acquéreur, éviter le surendettement et encadrer chaque prêt dans un cadre sécurisé. Aujourd'hui encore, un prêt familial peut sembler un geste simple, presque naturel. Mais derrière ce geste, il faut toujours se demander, est-ce un prêt à rembourser ou une donation à assumer ? 2 siècles plus tard, l'entraide demeure, mais elle avance désormais main dans la main avec le droit. Aurélie nous a rejoint. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation au Cridon Ouest. Et pour cette rubrique Actu, vous vouliez évoquer la fraude polienne. Bon, pour faire court, on va dire que c'est l'organisation de son insolvabilité. Et vous vouliez en particulier revenir sur un arrêt du début d'année, janvier 2025. C'est ça, du 29 janvier 2025. Donc dans cet arrêt en fait, du 29 janvier 2025, la Cour de cassation a eu se prononcer sur la qualification de fraude polienne d'un acte qu'on peut qualifier de banal, la cession d'un fonds de commerce. Alors, quels sont les faits ? Une société fait appel, dans le cadre de son activité, à un expert comptable pour réaliser des opérations comptables, mais ne paie pas une partie du prix des prestations réalisées. Ensuite, cette même société cède son fonds de commerce à une autre société dont les associés sont les mêmes
que la société précédente. Donc ça, information importante à noter. Puis, elle se déclare en cessation de paiement et une opération de liquidation judiciaire s'ouvre. Le créancier, bien entendu, réclame la reconnaissance de la fraude polienne envers cette société et demande à ce que soit déclarée inopposable la cession du fonds de commerce. Et alors, la Cour de cassation, elle a adopté quelle position face à cette situation? Eh bien, la Cour de cassation a donné raison au créancier en précisant, je vais vous lire un extrait de l'arrêt, « Un créancier dispose de l'action polienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler, ce qui caractérise le préjudice du créancier qui n'a pas à rapporter la preuve, en outre, de l'appauvrissement du débiteur. » Donc la fraude polienne peut être invoquée par le créancier alors même que la vente se fait dans des conditions normales, pour peu qu'il ne peut poursuivre le débiteur ou que ça diminue ses chances d'obtenir le remboursement de sa créance. Et là, on peut voir un rapport avec le prêt familial qu'on a évoqué tout à l'heure? Oui, alors prenons l'exemple d'un ascendant qui, ayant l'intuition d'une dégradation de sa situation financière, souhaite anticiper et envisage une transmission patrimoniale déguisée. Alors, pour éviter que le caractère frauduleux du montage soit trop flagrant, au lieu de faire une donation, il peut penser à faire un prêt familial. D'accord. Et quels seraient les points de vigilance alors dans ces cas-là qu'il faut avoir en la tête? difficulté, c'est que le contrat de prêt n'est pas nécessairement un acte à titre gratuit et n'entraîne pas de prime abord d'appauvrissement. Alors cependant, le débiteur, en concluant ce prêt, paralyse les poursuites du créancier sur son propre patrimoine et par le jeu de l'échéance de remboursement qui peut être tardive, empêche le créancier de récupérer ses fonds. Donc on peut conseiller, même dans le cadre d'un prêt familial, Dans ce cadre, le créancier peut penser à la fraude polienne pour se sortir de cette situation. Il lui suffira de démontrer que les éléments constitutifs de cette fraude soient réunis. Donc l'élément matériel, que ce soit un appauvrissement ou assimilé, et l'élément intentionnel des parties, prêteurs, éventuellement emprunteurs. Donc finalement, on peut conseiller, en tout cas, de demeurer très attentif à la situation financière du prêteur, même dans le cadre d'un contrat de prêt familial. C'est ça. Merci beaucoup Aurélie. On répond à vos questions maintenant. Et c'est vous qui avez les réponses aux questions, Mathilde. Un notaire du Morbihan nous dit « Monsieur et Madame X ont 3 enfants. Ils décident de prêter une somme importante à l'un de leurs enfants tout en préservant un équilibre le plus juste entre leurs enfants, évidemment. Quelle solution s'offre à eux ?» Alors, on l'a vu tout à l'heure, le fait de consentir pour des parents un prêt à un enfant sans intérêt, c'est un avantage, mais pas pour autant une libéralité. Toutefois, dans notre cas, les parents ne veulent pas avantager l'enfant emprunteur. On pourrait, dans un premier temps, penser à rédiger un acte distinct dans lequel on va reconnaître que cet avantage indirect du fait de ne pas payer des intérêts est un avantage rapportable. Ce sera donc considéré comme une donation et traitée comme telle, notamment lors de la succession. Et puis, une deuxième idée, et peut-être plus simple aussi, ce serait d'assortir le prêt d'intérêt, et donc les parties pourraient négocier entre elles pour la fixation de ces intérêts. Alors, tiens, justement, un notaire des Côtes-d'Armor prévoit un prêt familial avec intérêt. Il s'interroge sur la fiscalité de l'opération. La première chose qu'il va y avoir à faire, ça va être de déclarer le prêt à partir du moment où le prêt est supérieur à 5 000 €, qu'il soit assorti ou non d'intérêt. Cette déclaration, elle doit être faite par l'emprunteur au moyen du formulaire 2062 et elle doit être faite le premier mois de l'année qui suit la conclusion de l'acte auprès de la direction départementale des finances publiques du domicile de l'emprunteur. Et puis, quand il y a des intérêts, ce qui est notre cas en l'espèce, les parents qui vont recevoir les intérêts vont devoir les déclarer, bien évidemment. Comment ils sont imposés alors? Alors, ils sont imposés comme tout revenu de capitaux mobiliers. Donc, les revenus de capitaux mobiliers, depuis le 1er janvier 2018, font l'objet d'un prélèvement forfaitaire unique et le contribuable peut choisir de soumettre ses revenus de capitaux mobiliers au barème progressif de l'impôt sur les revenus. Ce choix, il va se faire en cochant la case 2OP du formulaire 2042. Mais par contre, il faut bien expliquer aux contribuables que quand on choisit de soumettre les revenus de capitaux mobiliers au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ce sera tous les revenus de capitaux mobiliers ainsi que les gains de cession de valeurs mobilières qui seront soumis à ce barème.
Un notaire de la Nièvre règle la succession d'une personne qui a reçu une somme d'argent d'un enfant en 2015. Cette somme n'a jamais été remboursée. Tous les héritiers sont d'accord pour rembourser le prêt à leur frère. Est-ce que ça, c'est possible ? On constate déjà que la créance, elle est prescrite. Le contrat a été souscrit en 2015 et donc s'il n'y a pas eu de cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription, depuis 2020, on ne peut plus exiger le paiement. Donc concrètement, ça veut dire que l'enfant qui a prêté ne peut pas exiger le paiement, mais cette obligation, elle existe quand même sous forme d'une obligation naturelle. Concrètement, ça veut dire que l'enfant ne va pas pouvoir aller devant un tribunal pour exiger le remboursement. Par contre, ses frères et sœurs peuvent spontanément décider de le rembourser. Et cela ne constituera pas une libéralité pour autant. Par contre, si c'est une dette de la succession, d'un point de vue fiscal, l'article 773 5e du Code général des impôts interdit de déduire cette dette de l'actif successoral. En concret, il pourra obtenir son remboursement, mais le montant de cette créance restera comprise dans l'assiette. Voilà, dans l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. Merci beaucoup Mathilde. La suite dans un instant avec Aurélie. Rubrique en pratique, donc avec vous Aurélie, une chose est claire, en tout cas la condition suspensive de prêt, c'est une clause essentielle, on l'a entendu tout à l'heure, de l'avant-contrat de vente immobilière, et donc pour cette raison, ça peut être une source de contentieux entre vendeur et acquéreur. Il peut être fréquent que le vendeur soupçonne une négligence de l'acquéreur qui n'a pas obtenu son financement. À cet égard, le vendeur exige fréquemment que l'acquéreur qui n'a pas obtenu son prêt justifie d'au moins 2 refus de prêt pour la mise en œuvre de cette condition suspensive. Est-ce que c'est une exigence qui est conforme à la réglementation ? Alors, il n'y a pas qu'une seule réponse à cette question délicate. Tout d'abord, il convient de déterminer si l'avant-contrat entre ou non dans le champ d'application des articles L313-1 et suivants du Code de la consommation. Si ce n'est pas le cas, alors il faut se référer entièrement à l'analyse de la Convention et apprécier si, oui ou non, il faut requérir plusieurs refus de prêt. Et l'acquisition d'un immeuble, dans ce cas-là ? Alors, ça ne rentre pas dans le champ. Les acquisitions d'immeubles par des sociétés, ça n'entre pas, ça échappe au Code de la consommation. Donc, le Code de la consommation imposerait une solution plus stricte, alors ? Alors, il est fréquent d'entendre dire qu'on ne peut pas imposer à l'acquéreur emprunteur de justifier de plusieurs refus de prêt au motif que les articles qu'on vient de citer au Code de la consommation ne permettent pas d'ajouter des contraintes qui ne sont pas prévues par la loi. En réalité, la Cour de cassation a construit progressivement une jurisprudence qui permet de protéger le vendeur et l'acquéreur en stipulant à l'avant-contrat une condition suspensive d'obtention de prêt. La Cour de cassation a développé dans ses solutions, justement, à laisser ressortir. C'est l'importance de l'accord. C'était important, justement, le contenu de l'accord négocié entre le vendeur et l'acquéreur lors de l'avant-contrat. Comment est-ce qu'on peut apprécier alors la bonne ou la mauvaise foi de l'acquéreur-emprunteur ? Alors, la bonne foi ou la défaillance fautive de l'acquéreur-emprunteur va dépendre des obligations qu'on a mises à sa charge dans l'avant-contrat par les parties. Donc, si la Convention stipule l'obligation pour l'acquéreur-emprunteur de solliciter au moins 2 établissements bancaires, il aura l'obligation de fournir 2 refus de prêt pour pouvoir révoquer la convention suspensive. Dans l'hypothèse où le contrat ne mentionne la sollicitation que d'un seul établissement bancaire, tout en stipulant la production de 2 refus de prêt, c'est quelle attitude finalement dans ce cas-là qu'on adopte ? Si la Convention ne mentionne qu'une demande de prêt, alors un seul refus de prêt sera suffisant. L'hypothèse que vous soulevez montre une contradiction dans les clauses du contrat. Si la condition suspensive ne mentionne expressément qu'il ne faut demander un dossier de financement qu'à un seul établissement, alors un refus de prêt unique sera suffisant pour invoquer la défaillance non fautive de la condition suspensive. Merci beaucoup. Merci Aurélie pour ces réponses. Merci également Mathilde. Merci à tous ceux qui se sont succédés sur ce plateau pour vous éclairer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. On parlera du notaire et des constructions. À bientôt.